de Diko, celui qui a incarné le rôle d'autorité morale du M5-RFP dans la lutte contre le président Ibeka, tire sur tout ce qui bouge, des gouvernants arrogants, une communauté internationale orgueilleuse, une classe politique moribonde, une société civile inexistante. L'imam n'épargne personne. On l'écoute ici, c'était à la faveur du 22e forum de Bamako à l'hôtel Salam. Je vais parler du Mali aujourd'hui, parler de cela aujourd'hui, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit franc, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil, nous sommes dans notre arrogance, et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix, de sécurité et de quoi ici? Voilà, Bamba, sur cette sortie de l'imam Diko. D'abord, non, quand je vois l'imam, pour une des rares fois, je le vois passionné au-delà. Pour moi, la situation est très simple. Je m'excuse s'il devrait mal prendre mes propos, mais je me dis que c'est le poids de la solitude. Cet imam a été habitué à être au cœur de l'action politique dans ce pays. Parce que moi, je n'aime pas du tout la religion, la collision entre la religion et le politique. Mais cet imam, il décidait de l'État. Mais j'ai l'impression que la transition, en tout cas, la rectification de la transition a compris une partie des cris de ce peuple-là qui voudrait qu'il y ait cette séparation du religieux de la scène politique. Et depuis lors, je crois qu'il n'a pas la place qu'il avait dans les autres régimes. Et c'est pourquoi, pour moi, il fait cette sortie-là. Mais ce qui me gêne, parce qu'il y a eu trop de débats sur Internet, ce n'est pas qu'en tant que citoyen, qu'on ne soit pas d'accord qu'il donne son point de vue. Mais quand je vois l'imam qui sort de sa mosquée, parce qu'il y a beaucoup qui le suivent à cause de la religion simplement. Donc il trompe des gens avec la religion et comme on appelle, et il dit que la communauté est dans son orgueil. Bon, pour moi, l'interprétation que j'ai eu à faire, c'est comme si il appelait à une action de la communauté internationale contre le Mali. Cette action, ça peut être quoi? Parce que quand il dit cette communauté orgueilleuse qui ne fait rien, qui veut que le peuple malien se meure, et lui il n'est pas le baromètre du peuple. Il se prend pour le baromètre du peuple, il ne l'est pas. La preuve c'est qu'il ne peut pas mobiliser aujourd'hui. Les gens sortent pour les questions sociales qu'on a. On n'était pas sortis pour un imam, on était sortis parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait rassembler les gens, et il avait cette image-là. Mais j'ai compris que depuis qu'il a quitté le Haut Conseil islamique, depuis sinon il était avec Ibeka, il était avec ATT, il était avec tous ces régimes-là. Alors, je constate que de plus en plus, lui-même qui disait que le Mali a l'ADN d'un peuple insoumis, on s'en fout des décisions de la CEDEAO, là, il devient l'imam à deux paroles. C'est ce qui me gêne aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'en appelle ici, comme toujours, et je l'ai toujours demandé, à cette loi de séparation entre la politique et le religieux. Le religieux, pour moi, doit rester vraiment dans ce qu'on appelle à sa place, et le politique aussi. Maintenant, le religieux qui veut faire de la politique, c'est comme les militaires, eh bien, il crée son parti politique, et maintenant, il fait le combat comme tous les hommes politiques, et il va avoir les coups que les hommes politiques ont, mais il ne peut pas s'asseoir sur les deux chaises, tantôt imam ici, tantôt, comme on appelle, chef politique, et je ne suis pas d'accord, dans la mesure où c'est le même qui avait demandé en 91, lors de la conférence nationale, la création d'un parti islamique, que le peuple malien a eu l'intelligence de refuter, parce qu'on venait de vivre le cas de l'Algérie avec le fils, et donc on a refusé. Et je vois que cette tendance comment on appelle, à mélanger la politique et la religion continue chez lui. Et lui, il essaie en tant que chef religieux, on dit qu'il est docteur en théologie, mais quand il voit l'histoire de la religion, quand il revisite, mais la fitna que ça a provoqué au décès du prophète alayhi salam, quand, comme on appelle, il y a eu cette confusion vraiment entre la politique et le religieux, on a vu ce que ça a donné. Donc nous estimons que l'imam doit s'en tenir vraiment à sa chapelle, et s'il veut faire de la politique, eh bien qu'il descende dans l'arène, qu'il crée son parti politique, mais pas sous le couvert de l'imam. D'accord, qui reste à la mosquée. Voilà. Ou bien qu'il fasse de la politique en tant que politique. Oui. Voilà, mais pas sur les deux. Makalou, pour Bamba, l'imam ne peut pas porter les deux casquettes. Je suis entièrement en désaccord avec mon ami Bamba, parce que d'abord, il n'est pas intervenu en tant qu'imam, et il ne faut pas que nous confondons deux choses. La laïcité parle de la séparation entre l'État et la religion. Il n'a pas parlé en tant qu'imam, et la liberté d'expression est vraiment consacrée dans notre constitution, notre loi fondamentale.
et de même que la laïcité est la forme républicaine de l'État. Donc quand l'imam Mahmoud Dicko, qui a donné son opinion, bon, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais je pense aussi que dans cet extrait, on n'a pas... c'est un extrait seulement, parce que moi, il me semble qu'il a parlé non seulement, il a fait des remontrances non seulement aux dirigeants actuels, mais aussi à la communauté internationale, à la classe politique et à la société civile. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, nous sommes en crise et nous sommes dans une impasse actuellement. Je pense que le fait que l'imam ait donné son opinion, ça a quand même régénéré le débat public par rapport... mais ça montre encore comment notre société est polarisée, comment des propos tenus sont sortis de leur contexte ou pas selon celui qui interprète. Il va falloir que les Maliens, vraiment que nous soyons moins passionnés, que nous laissions les slogans et que nous revenions à la raison, à la tolérance, au dialogue autour de la table. Parce que vous savez, ce pays, c'est l'union qui fait la force. Hein. Écoutez, si nous, les Maliens, ne s'unissent pas, personne ne viendra faire le travail à notre place pour que nous connaissions la paix et la sécurité. Et c'est à travers le dialogue entre Maliens d'abord et ensuite avec la communauté internationale. Je pense que tout le monde a le droit de donner son opinion et la liberté d'expression est encadrée par la loi. Mais donc faisons attention à éviter la polémique, parce que la polémique, quand elle enfle, les slogans remplacent la réflexion et les mots, finalement, peuvent engendrer la violence. D'accord, Massiré Diop. Bon, c'est la même chose. Hein. Moi, je pense qu'il faut aussi dépassionner le débat. Parce que la plupart des débats, en tout cas, auxquels on assiste sur cette sortie de l'imam, c'est un peu comme... c'est-à-dire on a décontextualisé ses propos. Parce que ces propos n'ont pas été tenus, que je sache, dans une mosquée ou bien dans un sermon de vendredi. Ce n'est pas du tout le cas. Il a été invité pour une conférence, je crois, publique, où il devait donner son opinion par rapport à des sujets bien précis. Bon, et moi, je pense qu'on n'a pas à être frustré. Il a rejeté un peu la responsabilité de ce qui nous arrive à tout le monde. Pour dire que nous, en tant que Maliens, en tant que aussi gouvernants, nous sommes, comment on appelle ça encore, il a parlé d'arrogance. Arrogant. C'est pas un peu fort? Bon, c'est un peu fort ou pas. De toutes les façons, c'est son opinion. En tout cas, que je sache, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Peut-être c'est son constat à lui de la situation dans laquelle nous sommes. Il a aussi interpellé la communauté internationale. Il a interpellé la société civile. Il a interpellé les partis politiques. Mais ce n'est pas quand même sa première sortie du genre. Vous vous rappelez, même dans la première partie de la transition, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit sur Bandao, sur Mokhtar Wane, sur... Mais il est quand même... Vous savez, les leaders religieux, ce sont des régulateurs sociaux. Souvent, c'est extrêmement important de prendre ce qu'ils disent en compte. D'accord. C'est son avis. Il l'a exprimé. Bon, maintenant, si d'autres ont des avis divergents, ils peuvent aussi organiser des conférences pour donner leur opinion. Mais je ne pense pas que... Parce qu'il faut qu'on se préoccupe d'une chose par rapport à ce qui est en train de se passer. La liberté d'expression. En tout cas, jusqu'où on est prêt à l'accepter. Parce que de plus en plus, sur les réseaux, on se fait attaquer. Et ça, ce n'est pas bon pour ce pays. Ce pays a quand même été... un des pays phares dans la démocratie, même dans le classement de la liberté de la presse. Avant, on se trouvait même devant la France. D'accord. Donc, tout ça, c'est pour dire que, attention à ce qu'on ne déborde pas. Les imams, ce sont des régulateurs sociaux. Moi, j'ai essayé d'analyser sur les réseaux les sorties des uns, mais il y a un contexte aussi qui fait qu'il a parlé du sondage de Balimètre, qui fait que plus de la moitié des Maliens sont d'accord avec cette transition et là, cette légitimité, si bien qu'à chaque fois qu'on touche aux gouvernants, à la transition, et vous avez l'impression que tous ces Maliens-là vont se mettre un peu derrière vous. Est-ce que, Maître Cheikh Oumar Konaré, le fait que l'imam essaie de jouer à l'équidistance entre un gouvernement, entre guillemets, légitime, qui a l'assentiment de la majorité des Maliens, et une communauté internationale avec laquelle le gouvernement ne s'entend pas, est-ce que c'est pas ça qui a suscité un peu la colère de beaucoup de Maliens?
Normalement, en tant que Malien, beaucoup pensent que l'imam aurait dû s'arranger du côté de son pays, du côté de ses gouvernants, mais publiquement stigmatiser ses gouvernements, être à équidistance entre une communauté internationale et un gouvernement, sur les réseaux, c'est ce qui a énervé beaucoup. En fait, l'imam Mahmoud Dicko est un imam, mais ce n'est pas seulement un imam. C'est un imam qui a une forte dimension politique. La preuve, c'est lui qui était l'autorité morale du M5 qui a fait chuter le régime de Ibeka. Donc, depuis cette chute, on voit en l'imam un homme dangereux, dont la parole peut provoquer une insurrection et donc la chute des autorités de la transition. Voilà tout. C'est pourquoi quand il critique la transition, les partisans de la transition l'attaquent parce qu'ils craignent que ces propos-là ne dégénèrent en une révolte. Mais pour ma part, j'estime que l'imam Mahmoud Dicko n'a pas dépassé le cadre de la liberté d'expression. Traiter des autorités d'arrogantes ou des partis de moribonds n'est pas une insulte. Et vous entendez tous les jours à la télé française des hommes politiques traiter le président de la République d'irresponsable, d'arrogant, etc. Donc c'est la liberté d'expression. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. L'imam a le droit d'exprimer son opinion. Et puis on n'est pas en élection. Mais pour moins que ce que l'imam a dit, maître, certains se sont retrouvés à Bamako. Mais vous savez, la loi n'a jamais frappé les gens avec la même force. Même demain, certains iront en prison et pour les mêmes faits, d'autres n'iront pas. C'est ça la vérité. Et c'est ça, malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent toutes les démocraties. Ah ça doit être rectifié. Voilà. On parle de rectification. Maintenant, ce que j'aimerais dire, dire pour finir. Okay. C'est que, oui, mais toi, tu ne fais que parler. C'est mon tour. Allez-y, maître. Il m'ôte la parole de la bouche. Donc, ce que je voulais dire pour finir, c'est que depuis le début de la transition, on n'a pas pu trouver de l'occupation pour l'imam. Il a conduit le M5. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul, sans occupation, alors qu'il avait publié un manifeste pour dire qu'il avait envie de sillonner le pays, réconcilier les fils du pays, etc. À mon avis, il faut lui trouver de l'occupation. Et quand il aura de l'occupation, il parlera moins. Non, je crois que tu insinues quelque chose. Tu veux dire qu'il n'a pas eu de financement pour ce qu'il a. Je ne l'ai jamais dit. Non, c'est ce que tu insinues. J'ai dit de l'occupation. Ok, non, je reviens, je veux simplement dire. Non, pourquoi on n'est pas content quand l'imam parle de cette façon? Parce que, comme vous dites, vous êtes tous des communicateurs chevronnés, on est en communication de crise. Dans la communication de crise, il y a des limites. Et comme vous l'avez dit, moi je pense que s'il veut réellement que cette transition aille dans le sens où s'il a des conseils à donner, pour moi, il a d'autres canaux que de le faire. Parce qu'il est une autorité morale qui incarne une certaine voix, tu l'as dit. Les gens ont peur que de sa parole sorte du bien ou du mal et que le pays bascule en amont ou en arrière. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est quelqu'un qui est écouté par les Maliens. Et quand il parle, je crois qu'il doit, comme on appelle, travailler dans le sens de l'État. Et j'ai vu par exemple, un autre religieux. On va te donner la parole. Oui, non, de l'inviter. Non, c'est pas moi qui l'ai invité. C'est pas moi qui l'ai invité. Ah, donc là où on l'a invité, il doit parler. Il dit ça à l'organisateur du forum, c'est pas moi qui l'ai invité. Donc j'ai vu par exemple que, d'autres chefs religieux, le shérif de Diono, mais lui soutient la transition. Hubul Watan Min Alimana, c'est dans le Coran. Et non pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. C'est dans la Sunna. Mais je peux terminer. J'ai dit que Hubul Watan Min Alimana, ça veut dire simplement, mais je peux terminer. Non, on n'a pas dit vraiment le pays, c'est le pays. Aimer son pays fait partie de la foi. Mais toi, tu m'apprends pas l'arabe, moi je suis. Allez-y, je n'ai pas cette prétention. Non. Terminer simplement, quand il me dit que Watan c'est le peuple, c'est la nation. C'est la nation. Voilà, c'est ça. Donc quand on dit que Hubul Watan Minal Iman, ça veut dire que aimer son pays fait partie de la foi, c'est ce que le prophète disait aux gens. Donc pour nous, tu dis ce que tu as à dire, mais tu me laisses aussi parler. Tu parles de liberté d'expression. Moi j'ai la parole, tu ne veux pas que je dise ce que je
je pense. Ah non, Quelle est pas cette du liberté tout. d'expression? Ah non, il faut parler. Je dis, aimer son pays, ça veut dire quoi? Et on dit en islam, il faut respecter les autorités de son pays. Aujourd'hui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, moi je ne profite de rien de ce régime-là. Mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est quand même l'autorité de notre pays aujourd'hui. Et les valeurs qu'il incarne, vous n'êtes pas le journaliste sur le plateau, les valeurs qu'il incarne, et les décisions qu'ils ont prises ont été approuvées par d'autres leaders religieux. Hein. Et puis il n'est pas le président du Haut Conseil islamique, à ce que je sache, aujourd'hui. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il parle comme un homme politique, comme les autres. Et quand il parle comme les autres, en ce moment, il reçoit les critiques que tout le monde fait à tous les hommes politiques. D'accord, moi j'ai 30 secondes pour réagir et on clôt le débat. C'est que je pense qu'on part trop loin dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il a été invité dans une conférence. Si vous ne voulez pas qu'il parle, c'est simple, ne l'invitez plus et il ne parlera plus. Mais de toutes les façons, à chaque fois qu'il est invité, il doit parler. Donc il va parler sur ces questions. Bon, concernant on ne peut pas dire à l'imam qu'il a manqué de respect ou bien qu'il n'aime pas le Mali. Ça quand même, je pense qu'on ne peut pas en arriver, on ne peut pas en arriver là. Il a prouvé à plus de titres son amour pour le pays. On va le laisser terminer aussi, Bamba, s'il vous plaît. Il a prouvé à plus d'une fois. On ne peut pas le dire qu'il n'aime pas le Mali ou bien qu'il a manqué de respect aux autorités. C'est tout simplement un cadre qui lui a été offert pour s'exprimer. Moi, je pense qu'il n'est pas sorti de son rôle. Si, par exemple, c'était dans une mosquée ou dans un sermon du vendredi, là, en ce moment, on pouvait dire, ah, attention, il est en train de déborder. Parce que de nos jours, de plus en plus, on assiste à des choses comme ça. Pendant des sermons du vendredi, vous entendez dans certaines mosquées, mais c'est carrément des discours politiques. Et c'est souvent ça qu'on doit éviter. C'est juste pour ne pas provoquer un peu plus de troubles. Le pays n'en a pas besoin. On a besoin de plus de cohésion, plus de stabilité. Plus de paix. Mettons tous l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et le pays s'en portera mieux. D'accord. Konaré, dernier mot, on clôt le débat. Juste pour dire que la loi dont parle Bamba ne sera jamais prise au Mali. Et quand elle sera prise, elle ne sera pas appliquée. Dire qu'il faut ôter les religieux du champ politique est impossible dans notre pays. Pour la bonne raison que ce sont les présidents, les candidats qui sont les premiers à avoir invité les religieux dans le jeu. Le président Konaré ne l'a jamais fait. Non, laissez-moi parler. C'est-à-dire que le président Konaré, c'est un président parmi combien? Non. Voilà, donc ça sera toujours le cas, même au Sénégal, le président il est affilié au Mouride, au Tidjane, etc. Voilà, en Allemagne, vous avez le Parti démocrate chrétien, des choses. Donc ça ne cessera pas. Celui qui veut se débrouiller n'a qu'à se débrouiller pour être président. D'accord, ce sera donc le mot de la fin. Et sur cette sortie, on voit que les avis sont vraiment partagés. Ce sera donc le mot de la fin.